Voilà un débat qui suscite de très nombreuses réactions déjà sur les réseaux sociaux. Je le vois, j'ai annoncé le débat, vous n'imaginez pas le nombre de réactions que j'ai eues. Est-ce qu'il faut créer un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus riches? En fait, une sorte d'ISF vert. Je préfère. ISF vert. C'est Yannick Jadot qui défend cette idée de l'ISF vert. Il n'est pas seul d'ailleurs. Hein. Vous êtes nombreux à la défendre. Beaucoup sont opposés à la création de cet impôt. Ce nouvel impôt qui remplacerait un peu l'ISF. Ce serait un retour de l'ISF. Bon. Je ne vais pas engager le débat tout de suite. Nous avons 3 invités pour en parler. Sabrina Sebhaï, qui est députée Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Bal, président d'honneur du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Gilles Berset, économiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les 3. Alors. C'est Jean Pisani-Ferry qui a fait cette proposition. Vous savez que Jean Pisani-Ferry a été l'un des responsables du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Et il est économiste lui-même. Il pense que pour financer la transition écologique, il faut créer un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus riches. Sabrina Sebhaï, vous êtes d'accord avec lui ? Sans grande surprise, oui. Sans grande surprise. Sans grande surprise, même si effectivement Yannick Jadot défendait plutôt l'ISF climatique au moment de la campagne, qui est un peu différent. C'est un peu différent. Mais l'idée est la même, effectivement. C'est un ISF vert, quand même. Oui, l'idée est que quand même, on part du principe que, bien évidemment, il va falloir investir dans la transition écologique. Et c'est ce qui est assez hallucinant, c'est de se rendre compte que le gouvernement découvre aujourd'hui, cette année, en tout cas par ce rapport qui pour nous n'est pas nouveau, dans ses conclusions, qu'il faut investir dans la transition écologique. Oui, mais le gouvernement a déjà, je ne veux pas défendre le gouvernement, que les choses soient très claires, mais le gouvernement a déjà investi. Il y a des innovations, il y a des créations d'usines qui sont annoncées. Mardi, il y aura l'inauguration de la première usine en France de batteries électrique, la première. Il y a une évolution. Il y a déjà des investissements des industriels. Je ne dis pas de l'État aussi, puisque l'État est partenaire, aide, accompagne ces investissements. Mais il y a déjà des investissements. Alors en réalité, ce qu'il faut comprendre par la création de cet impôt, c'est que là, on crée une contribution qui serait pérenne pour financer la transition écologique. Là, on n'est pas sur un one-shot de on crée une industrie, on crée une entreprise. Je sais bien que l'État chez nous, c'est-à-dire vous feriez appel avec cet impôt aux citoyens. En tout cas, aux 10% les plus fortunés aujourd'hui, pour pouvoir financer effectivement cette transition. Nous, ce qu'on dit depuis déjà très longtemps, c'est que d'une part, il y a ces fameux 10% les plus riches qui polluent le plus, même si on n'est pas tout à fait d'accord. C'est un débat. C'est un débat, mais on aura l'occasion d'y revenir, mais on considère que c'est eux qui polluent le plus et donc on demande une contribution plus importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut que l'effort soit consenti par l'ensemble de la population, il faut qu'il paraisse comme juste. Et pour qu'il paraisse juste, il faut que ceux qui ont le plus de moyens, aujourd'hui, contribuent à plus forte hauteur. Et puis surtout, ça serait incompréhensible, et j'entends les arguments des libéraux notamment qui nous expliquent que non, il ne faut pas taxer les plus riches, etc. Mais quand on a rajouté 2 ans de travail pour tous les Français, on a dit, en fait, c'est comme ça, il faut faire un effort, il faut que tout le monde fasse un effort, y compris dans les professions les plus pénibles, pour les gens qui, du coup, eux, vont faire un effort physique, avec leur propre sueur. Ils ont trouvé ça juste, ça n'a posé de problème à aucun libéral, il me semble, de demander aux efforts de faire des Français. Eh bien, aujourd'hui, nous, on estime que pour la transition écologique, il est important, effectivement, de mettre des moyens et de préparer cette transition, parce qu'à la fin, ça concernera tout le monde, la question climatique. Alors, cet impôt rapporterait 5 milliards d'euros par an. Jean-Louis Bal. Oui, alors moi je suis convaincu que pour que la transition énergétique et écologique, pour qu'elle puisse aboutir, elle doit être socialement juste. Ça c'est... Maintenant, est-ce que ça elle doit être acceptée par la population, ça c'est évident. Ça. Et il faut qu'on revienne peut-être sur la mauvaise expérience qu'on a eue il y a quelques années avec la contribution climat-énergie, donc qui était une taxe sur le CO2 et qui a contribué en tout cas au mouvement des Gilets jaunes. Mais pour une raison simple, c'est on taxait le CO2 avec une ambition qui était programmée donc sur les années à venir. Mais cette taxe n'était pas reversée aux ménages les plus précaires. Ça a abondé le budget de l'État et donc il n'y avait aucun bénéfice justement pour les classes défavorisées. Elle n'était pas acceptée socialement, Elle n'était pas acceptée socialement.
elle aurait pu servir, par exemple, à financer l'isolation des logements, à financer l'accès aux véhicules performants pour les classes les plus précaires. Et rien de tout ça ne s'est réalisé. Et on est revenu en arrière sur cette taxe, c'est-à-dire qu'on a stoppé la progression qui était engagée. Alors, donc maintenant, la taxe existe toujours. Alors il faut peut-être l'utiliser, il faut continuer à la faire progresser, mais ne pas oublier que ça suscite un rejet de la part d'une partie de la population. Alors là, vous ouvrez un débat. Il faut peut-être mieux diriger l'argent aujourd'hui de nos impôts. C'est peut-être l'une des solutions. Gilles Berset, vous êtes absolument opposé à cette idée d'impôt exceptionnel. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et par rapport à cela, par rapport à cet objectif, ce qu'il faut essayer de faire, c'est influencer les comportements. C'est-à-dire faire passer le signal à tout ménage, à toute personne, que telle consommation a des effets néfastes pour la planète, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et ça peut se faire, et ça doit se faire par un signal prix, et ce signal prix doit intégrer, évidemment, le coût environnemental de certaines consommations. Alors la taxe dont il vient d'être question est évidemment une solution, ce qui est fait dans d'autres pays d'ailleurs. Je prends l'exemple d'un pays comme la Suède, cette taxe est très élevée. Très élevée très élevée, acceptée par la population. À long terme... Mais on la paye comment, pratiquement, en Suède, cette taxe, concrètement? On la paye sur chaque consommation. Sur chaque produit acheté, un contenu carbone. Voilà. Sur chaque produit acheté, on paie une forme de taxe carbone. Voilà, une espèce de taxe carbone sur la consommation. Voilà, selon dans la consommation. Et cette taxe carbone est très bien acceptée par la population, puisqu'elle a été très bien expliquée. Alors, il y a quand même 2 petits points qu'il faut rajouter. On est déjà, la France, avec le Danemark, parmi les 38 pays de l'OCDE, celui qui taxe le plus. Bon, oui. Où les impôts sont les plus élevés. Voilà, les plus élevés, et on doit être l'un des pays dans lequel les impôts sont le plus progressifs. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on est le pays aussi qui dépense le plus, en termes de dépenses publiques divisées par le produit intérieur brut. Peut-être qu'il serait bien de voir quelles dépenses on peut réduire pour financer cet effort indispensable pour le climat. C'est d'ailleurs ce vers quoi se tourne le gouvernement actuellement. Et puis, il y a une autre source de financement qui est faramineuse, qu'on a sous le pied. C'est le fait qu'on travaille beaucoup moins. Quand on se compare aux pays nordiques et scandinaves, c'est pas des enfers sur Terre. Les pays nordiques et scandinaves, les gens nous disent qu'ils sont très heureux. Les inégalités sont plus faibles qu'en France. Les pays nordiques et scandinaves, les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est des pays dans lesquels le taux d'emploi est supérieur au nôtre de 10%, de 10 points même, 10 points de pourcentage. Si simplement on les rattrapait, ça ferait 10 points de PIB en plus. Ça ferait environ 100 milliards de plus par an. Mais l'emploi progresse en France. L'emploi progresse doucement. Doucement. Comme dans les autres pays d'ailleurs. Mais on a un gros gap à rattraper. Et si on était à ce niveau-là, 100 milliards de plus par année dans les caisses de l'État. Avec ça, on a de quoi financer ce que nous dit le rapport Pisani, les 60 milliards par an. Oui, mais Gilles Berset, si il de recettes, on est d'accord. Vous dites 100 milliards de plus de recettes. Pardon. Oui, mais que va faire l'État de cet argent? Vous comprenez, il faut réduire la dette, nous dit-on sans cesse. Donc l'État va se dire, ces 100 milliards, on va les utiliser pour réduire la dette. On a de quoi financer beaucoup de choses avec 100 milliards de plus. À la fois des réformes ambitieuses dans l'éducation nationale, à la fois une baisse de l'endettement public, et à la fois les dépenses climatiques, ou une bonne partie des dépenses climatiques. C'est énorme. Et je voudrais quand même dire une dernière chose. Une dernière chose. L'ISF est un impôt qui vérifie ce que les économistes appellent la loi de l'affaire. Quand on l'instaure et quand on l'augmente, ça rapporte moins aux finances publiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, et c'est le cas des hauts revenus et des hautes fortunes, il y a des gens qui ont des pieds pour marcher et pour se déplacer. Paris-Bruxelles, c'est moins de temps que Paris-Marseille ou Paris-Brest. Et il y a des gens, et ça a été montré dans un rapport de France Stratégie, au temps de l'ISF, il y avait plus de fortunes qui quittaient la France que de fortunes qui rejoignaient la France. Depuis la réforme de 2018,
il y a plus d'impatriation que d'expatriation. Et avec quelques hypothèses tout à fait réalistes, on voit que le gain net est positif pour les finances publiques. Donc c'est un impôt qui tue l'impôt. Sabrina Sebaï. Alors, là où on peut être d'accord, c'est sur la question des comportements. Vous êtes d'accord sur quoi et en désaccord sur quoi? Sur les comportements, on est d'accord. Je pense que c'est très important d'influer sur les comportements. Et effectivement, il y a des chantiers qui sont importants sur lesquels il va falloir accepter l'idée qu'il faudra investir. On est obligé. C'est la question de la rénovation des bâtiments. C'est primordial. Oui, primordial. Pour tous les ménages. Se pose aussi la question de la rénovation des bâtiments publics. Ce sont des passoires thermiques aujourd'hui qui coûtent une fortune en termes pour les réchauffer, etc. Il y a la question du transport, le train. Il faut investir dans le train. On a parlé de la voiture. Moi, je pense qu'il faut vraiment investir très fortement dans les transports en commun et les transports collectifs, parce que pour beaucoup de foyers, la voiture est une charge financière et ne permet pas de se déplacer peut-être à bas coût. Alors justement. à propos de la voiture, puisque j'en parlerai entre midi et demi, juste un petit chiffre, tiens. Près de 70% des trajets de 2 à 5 km sont réalisés en voiture en France. Oui. Mais c'est bien là qu'il faut agir. Et je vais même vous dire, moi je pense que l'idée aujourd'hui, quand on explique qu'il faudrait remplacer tout le parc thermique par un parc électrique, c'est une fausse bonne idée, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on permet aux gens de choisir librement, d'utiliser les transports en commun pour aller travailler la semaine, de partir en week-end avec leur voiture s'ils le souhaitent, ou d'utiliser le train. C'est ça qu'il faut permettre. Donc la question, elle est plutôt de ce point de vue-là. Ensuite, il y a la question des jets privés. On avait fait une proposition de loi. La question des jets privés, par exemple, on devrait interdire. Ça émet énormément de pollution. C'est un comportement des plus riches. Je ne pense pas que ce soit les plus pauvres aujourd'hui qui utilisent des jets privés pour se déplacer. Donc là aussi, il y a des solutions. Et puis surtout, je pense qu'il faut intégrer l'idée que si on veut avoir une planète vivable, qui reste vivable pour tout le monde dans les années qui viennent, il va falloir investir massivement sur la question de la transition climatique. Et là où j'ai l'impression que ce gouvernement ne comprend pas, ou alors il découvre les choses, c'est qu'on a le sentiment que finalement, ils ont l'impression qu'en faisant des petits efforts, mis bout à bout, ça va suffire. Non, il va falloir investir massivement. Alors, l'impôt est insuffisant. Vous dites qu'il faut cet impôt sur les plus riches, mais... c'est insuffisant, évidemment. 5 milliards d'euros par an, simplement. C'est beaucoup et peu. Il faut accepter aujourd'hui peut-être de faire cet impôt, d'aller faire de l'emprunt pendant une période. D'emprunter pour investir, pour financer, pour ensuite récupérer finalement tout ce qu'on a investi dans les années qui arrivent. Alors le gouvernement, lui, a choisi l'investissement et l'innovation. La voie de l'investissement et de l'innovation. Ce sont deux voies différentes. Gilles Berset, après, je vous donne la parole. Absolument. Sur l'emprunt, vous voyez, toute personne qui travaille sur un domaine important pour l'avenir nous dira que s'endetter pour augmenter les dépenses dans ce domaine d'avenir est indispensable. Ceux qui travaillent sur l'éducation nous disent que c'est un investissement fantastique, l'éducation. Donc il faudrait emprunter pour améliorer notre système éducatif. Vous voyez, on peut les prendre un par un. La santé, évidemment. On peut les prendre un par un. Oui, emprunter pour la santé, emprunter pour nos armées, emprunter pour... Le problème dans 30 ans, ça sert à rien. Le problème, c'est que c'est un cadeau fantastique qu'on fait aux générations ultérieures. Vous voyez, c'est quelque chose de fantastique pour un pays qui est déjà l'un des pays les plus endettés dans la zone euro. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont au-dessus de nous. En ce moment, il y en a 3, je crois, simplement. Donc c'est quand même quelque chose de catastrophique. Il faudrait peut-être réfléchir à l'envers, se dire peut-être qu'il faudrait dépenser moins ou réorganiser nos dépenses pour les orienter davantage dans une direction climatique. C'est ça qui est à faire. Bon, je veux bien qu'on demande toujours aux contribuables, mais c'est quand même à l'État de faire le premier les efforts. L'État, c'est nous déjà. Absolument, c'est pour ça que je vous dis, c'est du côté des dépenses. À travers nos impôts. Absolument, vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut, du côté des dépenses, se poser des questions. Quelles dépenses on peut arrêter pour les réorienter du côté climatique? Bon, je vais vous donner la parole. Juste une petite page de pub, vous savez. Bon, et puis je vais demander à nos auditeurs 0826 300 300 d'intervenir sur le débat, très intéressant débat. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. La question, c'est comment financer la transition écologique. Alors, il y a cette taxe, il y a d'autres idées. Vous allez nous parler de la taxe. Vous aviez une idée de taxe à Europe Écologie Les Verts, hein. Une autre taxe, un peu différente. Vous allez nous expliquer, mais je voulais donner la parole à Jean-Louis Bal, qui, je le rappelle, est président d'honneur du syndicat des énergies renouvelables. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle Agir pour le climat. Agir pour le climat, oui, c'est vrai. Et je voulais souligner le fait que le signal prix, donc avec une taxation du CO2, ça peut modifier fortement les comportements, et qu'on a raté en 2022 et en 2023
une excellente occasion avec l'augmentation des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. On a mis en place un bouclier tarifaire qui coûte, sur les 2 années, j'ai le chiffre, 55 milliards d'euros au budget de l'État. Et qui sert, en fait, c'est une subvention aux énergies fossiles, et ça nous amène à avoir une facture... Vous avez raison. Indirectement, c'est une facture énergétique de la France. En 2022, c'était 115 milliards d'euros. 115. Oui. Et donc, ce bouclier tarifaire, c'est contradictoire avec une politique de lutte contre le changement climatique. Et donc, ces 55 milliards, on aurait pu les utiliser justement pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, je veux bien comprendre qu'il y a une partie de la population qui n'aurait pas supporté l'augmentation du prix de l'énergie. Mais vous et moi, notre facture d'électricité ou de gaz aurait doublé, on n'en serait pas mort. Bien sûr. Alors, on aurait mis un bouclier tarifaire ciblé sur les populations les plus précaires, ça aurait permis de dégager des marges budgétaires énormes. Oui. Une autre source budgétaire dont on ne parle pas, c'est les énergies renouvelables. Pendant des années, les énergies renouvelables, ça a coûté de l'argent au budget de l'État. Oui. Mais depuis 2 ans, ça rapporte de l'argent au budget de l'État. Oui. Sur 2022, c'est 31 milliards d'euros qui ont été restitués par le développement des projets énergie renouvelable au budget de l'État. Ça, c'est aussi une marge de manœuvre. Alors, donc ces 31 milliards pourraient aller à la rénovation, à la transition écologique. On pourrait se servir. Donc l'État peut trouver des sources, des recettes pour financer cette transition. Exactement. Donc l'État peut bénéficier en fait de l'investissement qu'il a fait dans les renouvelables depuis 15 ans. Je comprends. Ouais. Maintenant, il en touche les dividendes. Et ces dividendes, il faut les utiliser pour la transition écologique. Il y a d'autres solutions, Gilles Berset Cette solution qui vient d'être signalée est bonne, hein, mais c'est parce que l'énergie est très chère. Oui. Et parce que son prix a augmenté, qu'il y a une rétrocession à l'État de l'ordre de grandeur que vous signalez. Hein. C'est pas que, si le prix de l'énergie sur les marchés baissait, ça serait plus 32 milliards par an. Oui. Ça serait beaucoup moins. Mais sur le fond, je suis d'accord avec vous. Mais la source de financement, je veux dire, qui est évidente, encore une fois, ça va être de produire davantage par le fait de se mettre au niveau, d'arrêter d'être un pays pauvre. Par rapport au monde qui nous entoure, et de se mettre produire au davantage, niveau... ce qui génère plus de recettes. Absolument. Qui pourrait être orienté vers la transition. Et encore une fois, prenons le cas des pays nordiques et scandinaves. C'est quand même des beaux pays. Hein. Les gens s'y disent heureux. Encore une fois, les inégalités sont beaucoup plus faibles qu'en France. Eh ben, si on était à leur niveau de taux d'emploi, plus de 100 milliards en plus dans les recettes publiques par an. 100 milliards. Si vous voulez, ça peut faire 60 pour le climat, 20 40 pour le 20 pour le désendettement. 60 milliards d'euros par an d'investissement. Et 20 pour des réformes structurelles. Vous voyez, c'est quand même... le montant, 60 milliards d'euros par an, ce serait le montant nécessaire pour financer la transition. C'est ce que nous dit le rapport de Jean. Oui, donc, de Jean Pisani-Ferry. C'est 66 milliards, je crois. C'est une somme considérable. Et on pourrait en passer une vingtaine pour le désendettement et une vingtaine pour des réformes ambitieuses dans l'éducation nationale, dans la santé, etc. Oui, c'est comme des ressources considérables qu'on a sous le pied. On peut se féliciter en France d'en avoir beaucoup sous le pied. Simplement, dans le fait de rattraper notre retard par rapport à d'autres pays, qui sont quand même des pays enviables, hein, en termes de niveau de vie, en termes de satisfaction des personnes. 60 milliards, il faut souligner que c'est l'investissement qui est nécessaire. C'est pas nécessairement de l'argent public. Oui. Il y a quand même une grande partie qui est de l'argent privé. Je regarde moi ce qui se passe dans les renouvelables. Tout l'investissement est fait par du privé. Oui, par du privé, oui. Ça se développe. Et ça rapporte à l'État. Et dites-moi, les renouvelables, où ça en est d'ailleurs? Au passage, une petite parenthèse, ça se développe toujours bien à un rythme... Un rythme insuffisant, mais elle se développe bien. Et il faudrait peut-être rappeler les grands chiffres. Hein. Aujourd'hui, on est toujours dépendant des énergies fossiles à plus de 60% de notre consommation. Les renouvelables arrivent derrière avec 21%. Et finalement, le nucléaire, dont on nous dit qu'il nous a apporté l'indépendance énergétique, il n'en est qu'à 17 ou 18% aujourd'hui. Oui. Et les renouvelables donc se développent bien,
insuffisamment par rapport à nos objectifs européens, mais ça se développe bien et c'est comme ça que ça rapporte aujourd'hui de l'argent au budget de l'État. Bien, il est 11h27. Nouvelle pause, Sabrina Sebaï, je vais vous donner la parole. Nouvelle pause dans ce débat autour du financement de la transition écologique. Comment faire? Comment financer cette transition? Chacun a son avis, sa solution. Vous l'avez aussi. Vous voulez intervenir. 0826 300 300, c'est pas compliqué. Il est 11h27. Bien, beaucoup de sujets là. Pendant la pub, nous discutions. Alors, nous aurons Laurent dans un instant. Je voudrais simplement ouvrir un petit débat qui est sous-jacent à cette proposition d'impôt. Est-il vrai que 63 milliardaires français sont responsables de la moitié des émissions de CO2 de la France? C'est vrai ou c'est faux? Alors, Sabrina Sebaï. Je ne sais pas. Peut-être. Ah bon. Moi, les chiffres qu'on a relevés, c'était 10% des plus hautes fortunes polluent 8 fois plus que les 10% les plus pauvres. Est-ce que ça correspond à 50%? Donc les plus riches polluent plus que les plus pauvres, quoi. Oui. Beaucoup plus, pas oui. plus, beaucoup Alors on plus. nous dira, parce qu'à l'euro, ils polluent plus, mais comme ils sont beaucoup plus riches, forcément, ils polluent plus, oui. Gilbert Sette. Je veux dire, faut faire attention à ces chiffrages, parce que parfois dans ces chiffrages, on prend en compte les émissions des entreprises qui sont possédées par ces personnes. Les très riches. Oui. Alors que les produits de ces dites entreprises sont consommés par nous tous. Oui. Donc, il faut être très très méfiant. Néanmoins, il est clair que les riches, ayant plus de revenus, consommant plus, polluent plus que les pauvres. Mais par euro de revenus, ils polluent moins. C'est-à-dire par euro de revenus, ils polluent moins. Pourquoi? Parce que comme ils sont plus riches, ils épargnent plus, et donc leur consommation est une part plus faible de leurs revenus que pour les pauvres qui n'ont pas les moyens d'épargner. Vous voyez, je vais faire un raisonnement totalement absurde, mais vraiment totalement absurde. Oui. Vous voulez polluer moins? Vous prenez de l'argent aux pauvres, vous le donnez aux riches. Oui. Eh ben, ça fera baisser les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, c'est provocateur ce que vous dites. Ça serait totalement absurde. Oui. Ça serait évidemment totalement absurde. Vous voyez, il faut se méfier de ces raisonnements. Ce qu'il faut, évidemment, c'est que les riches payent en termes leur comportement. Comme tout le monde, leur comportement qui aboutissent à des émissions de gaz à effet de serre nocives pour la planète. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas, par exemple, les jets, mais on surtaxe. On surtaxe énormément. On surtaxe le kérosène, le par exemple, coût environnemental. Le kérosène utilisé. On va se payer le coût environnemental à ces personnes-là et qu'on rétrocède au bas de la hiérarchie des revenus. Une bonne partie, tout ou partie du rendement pour financer la transition de ces taxes, pour éviter que les pauvres soient taxés. Vous n'êtes pas d'accord, d'une façon insupportable. Non, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que c'est une vision à court terme. Le fait de dire on taxe pour leur faire payer et donc redistribuer. La question, c'est pas de faire payer en fait. La question, c'est d'abord de préserver notre planète. Ouais. Pour les 10, 15, 20, 30, 40 ans qui arrivent. Tu vois le résultat en Suède. Du coup, pour préserver la planète, il faut empêcher au maximum les comportements qui sont les plus nocifs aujourd'hui pour la planète. Les jets en font partie. Donc pour moi, en fait, c'est une réalité, c'est ce qui pollue énormément. Et le fait de dire on va les taxer, ça ne suffira pas. Moi, je voulais juste revenir sur la proposition de Yannick Jadot au moment de la présidentielle, qui était celle de l'ISF climatique, qui était un peu différente et un peu peut-être plus fine que cette ISF vert, parce que nous, ce qu'on proposait, c'était de taxer certes les plus grandes fortunes, mais en fonction surtout de leurs investissements dans les énergies fossiles. Ce qui voulait dire que plus on investissait, on avait des produits dans les énergies fossiles, plus on était taxé. Parce que ça jouait d'une part sur le fait de récupérer de l'argent, mais aussi de pousser à changer de comportement dans les investissements. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de sortir aussi des énergies fossiles. C'était une meilleure solution, c'était une meilleure idée, ça, non? Moi, je suis toujours méfiant par rapport à des préconisations. Oui, vous ne voulez pas d'impôts ni de taxes. Non, mais qui aboutissent à des choses complexes. Hein. Oui. C'est compliqué de faire ça. C'est quelque chose de compliqué. Il faut après une administration qui va évaluer les émissions de ces gens-là, mais la contrepartie, leur comportement, par contre, vertueux d'un autre côté. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faudra vérifier. Je pense que Bercy est capable de le faire aujourd'hui. Moi, là où je suis très très sceptique sur cette taxe sur la fortune, c'est que si on rentre dans cette taxe ou sur les jets, l'interdiction des jets, si on rentre dans une, je dirais pas police des mœurs, mais une espèce de police qui va dire
telle consommation est vertueuse, telle consommation l'est pas. On met le doigt dans un engrenage qui me paraît évidemment totalement dangereux. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'il faut les jets, éviter. On interdit les voitures qui dépassent 130 à l'heure, on interdit les grosses voitures. Par contre, si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là... Exactement. Par contre, si on fait payer aux gens le coût climatique qu'ils ont, c'est quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Vous voyez, c'est une autre nature. C'est pour ça que les économistes sont plutôt favorables à ça. Laurent est l'un de nos auditeurs. Il veut s'exprimer. Bonjour Laurent. Bonjour à vous tous. Merci de me donner la parole. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Laurent? J'aimerais bien vous poser mon raisonnement. Déjà, pour commencer, la France, c'est moins d'1% des émissions de CO2 au niveau global. Donc, vous pouvez contraindre tous les Français à faire tous les efforts du monde. À l'échelle de la planète, ça n'aura aucun impact, déjà. Ensuite, l'État nous prend déjà 1 euro sur 2 qu'on gagne avec les taxes. Et tous les services publics n'ont jamais été autant délabrés qu'aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais police, justice, éducation, hôpital, sécurité, il n'y a rien qui va. Il ne faudrait peut-être pas changer radicalement la façon dont nous utilisons nos impôts, plutôt que de taxer davantage riches ou moins riches, d'ailleurs. Oui, là vous êtes d'accord, hein, Gilbert, Jean-Louis Ball. Alors, la France, effectivement, ça pèse un peu moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre sur toute la planète. Mais quand on raisonne à l'échelon européen, on passe déjà à 11%. Et puis, d'autre part, si on veut engendrer des politiques de lutte contre le changement climatique sur l'ensemble de la planète, si on ne montre pas l'exemple nous-mêmes, on n'entraînera jamais les pays en développement à faire leur propre transition. On ne convaincra jamais les Américains de la faire. Donc ça, c'est un mauvais raisonnement de dire on ne pèse que 0,8% ou 1%. Alors en plus, franchement, la question du changement climatique n'a absolument aucune frontière. Ça fait fi des frontières, donc il faut que ça soit un effort collectif à l'échelle de la planète. La France, je pense, doit être un modèle et un moteur pour cette transition écologique. Et puis si on prend ce raisonnement-là, j'ai envie de vous dire, l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant c'est eux aujourd'hui qui en subissent les plus grandes conséquences à l'échelle mondiale. Donc vous voyez, il n'y a pas de justice en réalité. Si nous on est prêt à aller vers cette transition écologique et à faire cet effort, eh bien il faut que la France soit moteur là-dessus. Oui, Laurent ? Oui, comme d'habitude, les Français se retrouvent donc les dindons de la farce et taxés de plus en plus, alors que globalement, comme vous dites, certes, il faut montrer l'exemple, mais quid des États-Unis, quid du Japon, quid des pays qui sont déjà très développés, qui dépensent énormément de CO2 et qui s'en sortent économiquement, on va dire, un peu mieux que nous. Pourquoi ce serait toujours à nous on peut comprendre le raisonnement de Laurent. Oui, écoutez, non, Gilbert. Encore une fois, prenez le cas de la Suède, qui est un pays très ouvert, très exposé à la concurrence internationale. Eh bien, c'est un pays dans lequel les comportements sont vertueux. Et sont vertueux pourquoi ? Parce qu'il y a une taxe carbone très très forte. Donc ça ne crée pas l'économie suédoise. Absolument, l'économie suédoise. Donc Laurent, on peut faire des efforts pour la planète sans... Oui, tout à fait. Vous voyez, sur ce point-là, je suis d'accord avec madame. Non, Laurent. Oui, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, il ne faut pas créer des impôts supplémentaires. Je pense que les Français sont déjà à la gorge. Il faudrait je sais pas, réfléchir à un moyen de déjà utiliser les impôts qu'on nous prélève de façon un peu plus vertueuse. Moi, de toute façon, je demande un audit, parce que, comme je vous dis, on n'a jamais autant été taxé et nos services publics n'ont jamais autant été délabrés. Je pense qu'il y a un gros problème quelque part. Oui. Ça, tout le monde sera d'accord ? Oui. Tout le monde d'accord autour de la table, hein, Laurent. Vous mettez tout le monde d'accord. Merci, Laurent. Oui. Merci à vous. Merci. Si vous m'y autorisez, tant que, encore une fois, on n'aura pas relevé notre produit intérieur brut par un travail plus important, comme dans d'autres pays, on aura des profs sous-payés, une éducation nationale de mauvaise qualité. Pareil, du côté de l'hôpital et de la santé. Je veux dire, pour payer mieux les gens et les serviteurs de l'État, serviteurs de la collectivité, il faut en avoir les moyens. Pour en avoir des moyens, il faut produire plus. C'est comme ça que les Néerlandais, c'est comme ça que les Suédois, c'est comme ça que les Norvégiens... Donc, continuer à travailler plus longtemps, quoi. On est d'accord là-dessus, bien évidemment. Je veux dire, les gens partent 3 ans à la retraite après nous. Dans ces pays-là, ils sont heureux. Je pense qu'on est vraiment en désaccord sur la notion de produire plus, même déjà, dans son essence. Alors oui, je voudrais simplement donner un chiffre. 66 milliards, donc, dit Jean Pisani-Ferry,
Thierry, il faudrait, pour financer chaque année, le montant de la dépense publique en France, 1536 milliards. Je voudrais, il faut comparer les chiffres. Vous vous rendez compte, ça représente rien. C'est beaucoup. Les 66, c'est pas que de la dépense publique, comme l'a dit monsieur. Oui. Alors que la dépense publique est de 1536 milliards chaque année dans le budget de l'État, ce qui est énorme. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Sabrina Sebaï? Qu'est-ce que vous vouliez ajouter là sur Gilbert Sette? Non, mais je disais qu'on était en désaccord sur la question de produire plus. Mais oui. Mais merci d'être venu. Désolé de vous quitter. Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Il arrive comme ça qu'on ait des rendez-vous et tout. Bien, merci d'être venu en tout cas. Oui, Sabrina. Oui, sur la notion de produire plus, de travailler plus. Au contraire, nous, ce qu'on dit, c'est que le sens de l'histoire, c'est de réduire le temps de travail, de partager le travail, parce qu'en partageant le travail, on a plus de gens qui travaillent. Et là, effectivement, on a des revenus qu'on peut augmenter, des recettes qui rentrent pour l'État. Et c'est un cercle beaucoup plus vertueux pour nous. Bon, là, on ne va pas revenir sur la réforme des retraites, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le bon sens de ce qui devrait être fait. Il y a aussi certains qui, chez vous, parlent de décroissance. De stopper le productivisme. C'est très bien, mais si on n'est plus nombreux à travailler, on va produire plus. Mais en réalité, même si on travaille moins longtemps. D'autres ont utilisé d'autres termes. On parle de sobriété aussi aujourd'hui dans la société. Donc vous n'êtes pas très décroissance. Alors moi, je suis plutôt sobriété parce que je pense que la décroissance est un terme très compliqué, y compris d'ailleurs pour les personnes les plus précaires qui n'ont déjà pas grand-chose. Quand on leur parle de décroissance, ça n'a aucun sens pour eux. Par contre, parler de sobriété en disant qu'on va rénover les logements pour leur permettre de gagner un peu de pouvoir d'achat parce qu'ils auront moins de factures énergétiques à payer à la fin du mois, pour moi c'est gagnant-gagnant parce qu'on gagne du pouvoir d'achat et en même temps on préserve le climat. Donc c'est vers ça qu'il faut aller en termes de politique. Il faut aller sur une vraie sobriété, pas juste des éléments de langage et de la communication, mais avoir un vrai plan ambitieux sur la question. Jean-Louis Bal. Oui, il faut rappeler que la rénovation des bâtiments, qui est un élément essentiel de la lutte contre le changement climatique, ça poursuit un autre objectif qui est un objectif social. C'est ce que Sabrina vient de... la rénovation des bâtiments qui est de l'aménagement du territoire, évidemment, et qui ne se fait pas. Il y a aujourd'hui énormément d'argent public qui est englouti dans la rénovation, mais de façon très inefficace. On peut évaluer que via les certificats d'économie d'énergie, via MaPrimeRénov', l'investissement national est de l'ordre de 7 ou 8 milliards par an, et avec des résultats dérisoires. Et donc, quand on parle d'argent public, il serait quand même essentiel de l'utiliser convenablement, en faisant des rénovations. Alors, pourquoi est-ce que les résultats sont dérisoires? Pourquoi, Sabrina? Alors, parce que nous, ce qu'on dit, c'est il faut avoir une vraie stratégie de moyen long terme sur la question de la rénovation et pas juste des one-shots, parce que MaPrimeRénov', c'était vraiment quelque chose qui a été fait un peu sur le bout de la table. Donc, on met un budget qui est vraiment consacré à la question de la rénovation. Ça veut dire aussi mettre des moyens dans la formation pour avoir des professionnels et des artisans de qualité qui vont faire un travail de qualité sur la rénovation. Ça veut dire aussi ne pas avoir peur de dire qu'on rénove le bâtiment dans son intégralité. C'est pas juste des rustines, c'est pas juste changer une fenêtre, c'est vraiment isoler le bâtiment dans sa globalité, parce que ce n'est que ça qui permettra d'avoir un bâtiment parfaitement isolé, de réduire drastiquement les factures, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais on n'a pas les entreprises. On n'a pas les entreprises aujourd'hui pour la rénovation. Ça, pour le coup, c'est pas notre fait. Ça fait au moins 20 ans qu'on le dit qu'il faut investir dans la rénovation thermique, mais il faut le faire maintenant, parce que là, vraiment, on prend énormément de retard, comme sur les énergies renouvelables. C'est exact qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui savent changer une chaudière gaz par une pompe à chaleur, qui savent installer des doubles vitrages. Ça, on trouve sans problème. Mais des entreprises qui savent faire une rénovation globale, donc avec la conception nouvelle de l'isolation, avec les moyens de chauffage les plus adaptés, ça, on ne trouve pas. Et c'est là qu'on a besoin d'un grand effort de la part des professions du bâtiment, un investissement dans la formation et un contrôle par l'État. Parce que on a aujourd'hui des labels de qualité reconnus garants de l'environnement, RGE, mais c'est pas du tout contrôlé. Et donc il y a des arnaques. Enfin, il y a des...
Et aujourd'hui, l'essentiel de ma prime rénov, ça va à des changements de chaudière, fuel ou gaz par des pompes à chaleur. Alors moi, je pense que les pompes à chaleur, c'est un excellent moyen de production de chauffage. Mais si on met une pompe à chaleur sur une passoire thermique, ça restera toujours une passoire thermique. Ben, bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle de rénovation énergétique, il y a l'Assemblée Générale chez Total Énergie. Hein. Et ça s'est mal passé ce matin, puisque elle a été perturbée, l'Assemblée Générale, par des militants du climat. On va en parler juste après la pub, avec Félix Mathieu. À tout de suite. Les investissements dans l'énergie et la suite de notre débat autour d'un impôt pour financer la transition énergétique. On a dépassé d'ailleurs l'impôt, mais comment faire pour financer la transition énergétique? Je voulais parler de l'Assemblée Générale chez Total Énergie, qui a débuté ce matin sous tension. L'Assemblée Générale du géant pétrolier a été perturbé par des militants du climat, Félix Mathieu. Oui, les abords étaient protégés depuis hier par des vigiles, des barrières, des forces de l'ordre. Mais dès l'aube, des dizaines de manifestants ont tenté de pénétrer dans le tronçon de la rue devant la salle Pleyel, dans les beaux quartiers de la capitale. Une dizaine d'entre eux, assis devant l'entrée, ont été délogés par les forces de l'ordre qui ont fini par projeter du gaz lacrymogène au milieu. Environ une centaine de militants bloqués par des camions de police, de gendarmerie. 4 personnes ont été interpellées selon la police. La pression n'est pas venue que de ces manifestants écologistes. Et non, elle est venue aussi du gouvernement. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, appelle ce matin le groupe à mettre le paquet sur les énergies renouvelables, à aller plus vite. La fronde est même venue de l'intérieur. La direction appelle ses actionnaires à voter contre la résolution proposée par l'organisation d'actionnaires activistes Follow This. Le texte demande à Total Energy d'aligner ses objectifs climat sur l'accord de Paris de 2015 pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Alors parmi ces 17 investisseurs qui détiennent près d'1,5% de Total Energy figurent la Banque Postale AM, Edmond Rothschild AM, la financière de l'Échiquier, des actionnaires très minoritaires. Balaye la direction, signe de cette ambiance tendue. En tout cas, à l'intérieur, Total Energy interdit aux actionnaires et aux journalistes d'utiliser leur portable, les obligeant à laisser certains effets personnels à l'entrée. Du jamais vu, des plaques en plexiglas de 2 mètres de haut ont été dressées aussi entre le public et la scène où prennent place les dirigeants. Eh ben, dites-moi, ça se passe dans de drôles de conditions, cette Assemblée Générale chez Total Énergie. Alors, vous vouliez dire et rappeler, Jean-Louis Bal, d'abord, l'énergie fossile, c'est incontestablement l'énergie la plus nuisible, hein, évidemment, pour la planète. Hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. Et c'est ce qui nous fait beaucoup de mal. Alors, la recommandation de l'Agence internationale de l'énergie, elle le rappelle régulièrement, c'est d'arrêter d'investir dans de nouveaux gisements de charbon, de gaz ou de pétrole. Mais qui investit aujourd'hui ? Mais justement, donc il y a effectivement l'entreprise dont on vient de parler, mais il y a également donc des très grandes entreprises, beaucoup plus grandes que Total, hein. Gazprom, Russe, Aramco, saoudien. China Energy, donc le charbonnier chinois qui investit des centrales au charbon sur le territoire chinois, mais également partout dans le monde. Et puis il y a les... Alors, est-ce que ces investissements sur les énergies fossiles sont en augmentation ou pas ? Ils sont toujours en augmentation. Ils sont en augmentation. Ce qui va se passer à partir de cette année, c'est que les investissements dans les renouvelables deviennent supérieurs aux investissements dans les fossiles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et au niveau du système électrique mondial, la part des fossiles, et notamment celle du charbon, est en train de diminuer. C'est une très bonne nouvelle. Alors, pour la première fois, les investissements dans les renouvelables dépassent les investissements dans le fossile. Sabrina Sabi, ça doit vous faire plaisir, ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça nous fait plaisir. C'est une bonne nouvelle. Moi, je suis heureuse d'entendre la ministre et demander à Total de faire des efforts, alors que même on votait quand même une loi qui rouvre une usine à charbon et qui va importer du gaz de schiste des États-Unis. Donc ça serait bien qu'ils se mettent en cohérence aussi avec ce que décide le gouvernement. Mais là, c'est peut-être provisoire.
On verra. On verra. Je ne suis pas certaine que ça soit provisoire, mais en l'occurrence, c'est à contretemps de l'histoire et de ce qu'il faudrait faire. Et puis, la dernière proposition de loi qui a été, le dernier projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables est bien en deçà de ce qu'on aurait pu faire en France pour accélérer justement l'avènement des énergies renouvelables. Vous pouvez comprendre Total aussi, qu'il y a des emplois à défendre, qu'il y a des investissements à faire et qui voit ses concurrents beaucoup plus puissants investir dans les énergies fossiles. Total ne peut pas du jour au lendemain arrêter ses investissements dans les énergies fossiles. Mais en réalité, Total, il a aussi une responsabilité environnementale importante. Il faut qu'il tienne compte de l'inquiétude, parce que les gens qui manifestent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont inquiets de leur avenir et de leur futur. Ils sont inquiets du devenir de la planète. Il faut tenir compte de tout ça. Il faut amorcer cette transition, y compris pour Total, parce qu'en fait, s'ils n'amorcent pas la sortie des énergies fossiles pour aller vers d'autres choses, ils seront en retard. Mais ils ont commencé comme dans d'autres pays. Les investissements sur les renouvelables. Mais on ne peut pas commencer d'un côté et faire le projet ICOP en Ouganda. C'est complètement à contresens, en fait. À un moment, il faut un peu de cohérence politique et on ne peut pas décider de ne pas faire en France et d'aller polluer ailleurs en Afrique, notamment. Donc voilà, il y a aussi quelque chose d'inégalitaire dans les pratiques. Mais Total a effectivement entamé sa transition vers les énergies renouvelables, mais ça reste quand même une part très minoritaire de leurs investissements aujourd'hui. Il y a d'autres entreprises multinationales qui ont, elles, vraiment fait leur transition. Je pense à Enel en Italie. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on pourrait attendre de Total. Maintenant, il faut rappeler que quand on investit aujourd'hui dans des nouveaux gisements de fossiles, on a des rentabilités qui sont supérieures à 10%. Oui. Et même très supérieures à 10%. Quand on investit aujourd'hui dans les renouvelables, on a des rentabilités qui sont de l'ordre de 2 ou 3%. Et donc, donc on voit le rapport. La logique je comprends aussi pourquoi les banques aident à ces investissements dans le fossile. Oui, mais justement, elle devrait plutôt aider dans les renouvelables parce que c'est l'avenir. Et en fait, personne, vraiment pour le coup, personne ne dit que c'est facile. Et en réalité, ce qu'on dit, c'est que oui, il va falloir faire des efforts. Il faut qu'on accepte cette idée qu'il faudra qu'on fasse collectivement des efforts. Mais en fait, il en va tout simplement de notre survie. Sinon, on pourrait tout à fait se dire, vivons le présent, continuons avec les énergies fossiles parce que ça rapporte plus. Non, ne parlons pas de l'avenir, mais c'est irresponsable. Je vais vous dire, moi, je préfère laisser une dette financière aux générations futures que de laisser une planète sur laquelle ils ne pourront pas vivre. Et ça, c'est des choix politiques. Merci à tous les deux. Merci d'avoir débattu sur l'antenne de Sud Radio entre 11h et midi, comme tous les jours, ce débat très intéressant. Il est 11h55.